Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de George Lucas. Et oui, parce qu'il n'y a pas que Star Wars dans la carrière de George Lucas, hein. Parce que George Lucas a été quand même un producteur assez prolifique, mais aussi un producteur assez malheureux si on sort un petit peu de Star Wars. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous ai sélectionné 4 films, on va dire 4 échecs, alors dont un n'est pas vraiment un échec, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo, je vais vous expliquer. Et donc ça va vous permettre également de connaître un ou deux films que vous n'auriez pas vu, que vous auriez peut-être loupé. Alors on commence tout de suite par le premier. From the creator of Star Wars. Willow, sorti en 1988, donc toujours produit par Lucasfilm, George Lucas, et réalisé par Ron Howard. Alors pourquoi je l'ai mis dans les échecs? Ce n'est pas réellement un échec puisque Willow c'est un film qui a plutôt bien marché au box-office, mais il n'a pas eu le succès qu'il méritait à l'époque. C'est-à-dire que George Lucas misait clairement sur un succès à la E.T. Et autant vous dire qu'avec 137 millions de dollars au box-office, on est quand même très loin du score d'un E.T. Et George Lucas l'a pris un petit peu personnellement, et le truc c'est qu'il l'a un petit peu mal vécu, il pensait lui vraiment faire un véritable carton. Et c'est vrai qu'on peut être d'accord avec lui parce que le film n'a pas eu clairement le succès qu'il méritait à l'époque où il est sorti, c'est-à-dire en 88. Willow c'est un film que j'adore, vraiment, que je revois toujours avec plaisir. C'est un film, pour moi je le considérais, avant évidemment la sortie du Seigneur des Anneaux, je considérais que c'était la référence en matière d'heroic fantasy, si on enlève le Dragon du Lac de Feu également, mais c'est vrai que Willow, pour moi, c'était le summum de l'heroic fantasy en termes de film. Bon, après, le Seigneur des Anneaux est arrivé, et là, ça a été un petit peu une autre histoire, mais disons que ça tient vraiment la route, et encore maintenant, c'est-à-dire que c'est un film qui, à l'époque, n'a pas bidé, mais qui n'a pas eu le succès qu'il méritait, et par contre, il est devenu culte avec les sorties en vidéo, les diffusions télé, les DVD, etc. Maintenant, Willow, c'est clairement un film culte. Et c'est un de ces films qui ressemble le plus, finalement, à George Lucas, parce que la structure de l'histoire, parce que le scénario est écrit également par George Lucas, en tout cas il est co-scénarisé, la structure rappelle beaucoup Star Wars, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un peu Star Wars transposé dans l'heroic fantasy. On a la grande méchante, la reine Bave Morda, qui ressemble clairement à Dark Vador. On a le guerrier Mad Martigan qui lui ressemble à Han Solo, tu sais, le guerrier qui lutte un peu juste pour sa cause et tout ça, et puis finalement qui va rallier les gentils. On a l'élu, évidemment Willow, qu'on pourrait apparenter un peu à Luke Skywalker, etc., etc. Donc on va avoir toute cette aventure un peu Star Warsienne, transposée en mode heroic fantasy. Et c'est un film qui vraiment en a sous le capot. Je trouve que Ron Howard, il a fait un boulot exceptionnel. Alors certains effets spéciaux maintenant ont un petit peu vieilli, et ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est un film qui a vraiment de la gueule. La musique de James Horner, elle est juste mais magnifique, elle te met les larmes aux yeux à certains moments. Et donc tout ça donne un film épique, donne un film drôle, avec des personnages bien travaillés, des super dialogues. On a aussi Joanna Wallet, qui est une sorte, allez, un petit peu de princesse Leia, disons-le comme ça. Hein, tu sais, la meuf un petit peu badass, qui résiste un petit peu au charme de Val Kilmer, mais finalement qui va tomber dans ses bras, etc. Donc on a un petit peu tout cet aspect Star Warsien, et tout ça au service d'un grand film d'aventure. Vraiment, Willow, c'est toujours un régal de se le revoir. Tu peux jamais t'en lasser de Willow, vraiment. Et il y a eu une suite envisagée à Willow, mais sous forme de roman. Avec l'accord de l'auteur, George Lucas décide d'en faire une trilogie plus sombre que le film, qui s'adressait à un public familial, où Lucas pourrait développer un thème qui lui est cher, le héros en prise avec ses doutes et sa part sombre. Une trilogie de romans a été publiée entre 1995 et 2000 sous le nom des Chronicles of the Shadow War. Ce cycle se déroule 12 ans après les événements dépeints dans Willow, et évidemment Elora Danan est le personnage principal. Et il y a également une série qui est en pré-production normalement, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais normalement je crois que oui, une série donc Willow qui devrait être diffusée sur Disney+, puisque Disney a racheté Lucasfilm, ils ont évidemment les droits sur Willow, et elle serait diffusée donc sur Disney+, avec Laurence Kasdan au scénario. En tout cas, Willow, ce n'est pas un échec, si tu veux, sur le plan du box-office, parce que c'est un film qui a rapporté de l'argent, et clairement, George Lucas est rentré dans ses frais. Mais les recettes de ce film, George Lucas, lui, l'a vécu comme un véritable échec. Le deuxième film de cette sélection... Jeff Bridges is Tucker, the true story of one man and his dream. Tucker, sorti en 1988,
réalisé par Francis Ford Coppola. L'histoire se passe en 1948, l'histoire de Preston Tucker, qui est un brillant ingénieur automobile, visionnaire. Il a conçu un véhicule révolutionnaire, mais les trois grands de Détroit, Ford, General Motors et Chrysler, se sentent remis en cause par ce self-made man qui bénéficie pourtant du soutien d'un certain Howard Hughes. Ils vont tout tenter pour l'empêcher de réaliser ses projets. Alors très clairement, ce n'est pas le meilleur film de Francis Ford Coppola, c'est-à-dire que sorti du Parrain, Francis Ford Coppola, je dirais qu'il a une carrière assez inégale, et aussi sorti d'Apocalypse Now, faut quand même pas l'oublier. Il a une carrière assez inégale avec des plus petits films. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, Coup de cœur, j'aime beaucoup Rusty James, j'adore Outsiders, tous ces films-là, j'adore. Et on va dire que Tucker rentre un petit peu dans cette lignée de petits films réalisés par Francis Ford Coppola. Le problème avec ce Tucker, c'est qu'on avait tout pour que ce soit un grand biopic, mais à mon sens, il est plombé par un manque d'ambition, et puis on a l'impression que Coppola à la réal et que George Lucas à la production n'assume pas vraiment le fait de raconter ce biopic. Et c'est ça qui est dommage parce que Tucker, c'est un film plaisant, c'est un film qui se laisse regarder sans problème, mais c'est un biopic qui méritait, à mon sens, beaucoup plus d'ambition. On a Jeff Bridges dans le rôle principal. Jeff Bridges, c'est difficile de dire que c'est un mauvais acteur, c'est un très très bon acteur. Le problème, c'est qu'il devient vite agaçant, à mon sens, dans le rôle de ce fameux Tucker, parce qu'il a toujours cette espèce de sourire figé. Il joue le rôle d'un homme un peu naïf, complètement dépassé par ses ambitions, totalement démesurées. C'est un homme qui est toujours emballé, c'est un homme qui, même dans la plus grande des galères, va toujours trouver un truc positif à faire et tout ça. Donc il est toujours un petit peu comme ça, avec ce sourire, machin. Et à la limite, si ça correspond au personnage dans la réalité, et je ne nie pas que Tucker était réellement comme ça, le problème, c'est qu'au cinéma, je trouve que ça marche moins bien. Voilà, ça casse un petit peu la dramaturgie, les moments d'émotion. Pareil, dans la réalisation de certaines scènes où on aurait pu s'envoler en termes d'émotion, en termes de dramaturgie, bah ça retombe toujours. Je pense notamment à la scène finale qui se passe lors d'un procès, hein, je ne vous en dis pas plus pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'est dommage, on aurait pu avoir une très très grande scène et tu sens que Coppola n'assume pas son histoire, n'assume pas l'émotion qui pourrait dégager de ce film. Alors est-ce que c'est Lucas qui l'a bridé à la prod ? J'en sais rien, mais en tout cas, on voit bien que Coppola n'est pas totalement dans une envolée d'émotions, alors qu'il aurait vraiment pu le faire. Et en fait, tu as tout le film qui est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que tu as des montées comme ça. Ça monte, ça monte, ça monte. Tu te dis, oh là là, il va y avoir une scène incroyable. Ça va partir en émotion. Enfin, ça va être un truc de dingue. Et ça retombe toujours. Ça ne va jamais au bout. Le truc très intéressant avec Tucker, c'est qu'on peut voir un parallèle évident entre la vie de Tucker et Coppola et George Lucas. C'est-à-dire que ce sont trois hommes, Tucker, Coppola et Lucas, qui rêvent finalement d'indépendance. Alors Tucker dans l'industrie automobile. Et le but, par exemple, si on prend Lucas et Coppola, pareil, ce sont des rêves d'indépendance. Alors il y en a un qui a plutôt bien réussi avec Star Wars, même si le premier a été produit par la Fox, mais par la suite, les autres Star Wars ont été entièrement produits par Lucasfilm, donc clairement, il a pu avoir son indépendance au sein d'Hollywood, hein, disons-le, moins pour Coppola bien évidemment, puisque si on prend Le Parrain, c'est un film de studio, c'est un film de commande, mais le truc c'est que ce sont deux hommes qui ont rêvé d'indépendance avec Zoetrope et Lucasfilm, mais le but pour eux c'était de faire sauter en fait le processus hollywoodien pour réaliser leur propre film. En gros, Lucas et Coppola, c'est exactement ça. Eh bien, Tucker, c'est un peu la même chose et c'est ce que raconte le film. Donc le parallèle entre ces trois hommes est assez intéressant et je dirais que rien que pour ça, il faut que vous regardiez Tucker parce que ça en dit long sur Coppola et sur George Lucas. Troisième film de cette sélection, et vous en doutez, un des plus gros échecs de George Lucas. Howard the Duck, trapped in a world he never made. Howard the Duck, sorti en 1985. Alors il faut savoir que Howard the Duck c'est scénarisé par les scénaristes de American Graffiti, donc le film qui a été fait avant Star Wars, et également de Indiana Jones et le Temple Maudit. C'est rageant Howard the Duck parce que, bon clairement, moi je le mets dans la case des nanars, vous pouvez le mettre dans la case des navets, enfin ce que vous voulez. Moi pour moi ce sera plus un nanar, et c'est super énervant parce que ça aurait pu être, non pas un chef-d'œuvre bien sûr, mais à la limite un film honnête, un bon film dont on se serait souvenu un petit peu avec nostalgie, mais dans la case des films sympas de cette époque-là. Le problème, c'est que ce film, on se demande comment il a été écrit, comment il a été fait, comment il a été pensé, et là, on peut peut-être aussi reprocher à George Lucas une espèce d'ambition un petit peu peut-être démesurée, ne pas savoir où il allait réellement avec ce film, parce que il y a quand même une première partie
qui est absolument jouissive et que moi j'aime beaucoup justement dans Howard the Duck, c'est-à-dire ce côté, on va vous montrer la vie d'un canard, sa vie, ses emmerdes, le fait qu'il couche avec Lea Thompson. Je veux dire, on est quand même dans des choses absolument surréalistes dans Howard the Duck, hein. Mais je trouve que la première partie est tellement bien assumée que je trouve qu'elle passe nickel. Il y a vraiment ce côté sale gosse avec ce personnage d'Howard qui est tellement bien retranscrite que je trouve que cette première partie fonctionne admirablement bien. Le problème, c'est cette fameuse deuxième partie, là, qui fait rentrer le film, pour moi, dans la case des mauvais films, des nanars, et limite, j'ai même pas envie de m'en souvenir, quoi. Voilà, même avec nostalgie, ou même en se marrant, en fait. Parce que la deuxième partie, t'as une espèce de course-poursuite totalement interminable, qui est juste, mais alors, c'est un aspect du cinéma qui peut être très très efficace, les courses-poursuites, mais à condition de bien les doser, de bien savoir jusqu'où on peut les étirer. Là, le problème dans Howard the Duck, c'est ça s'étire, mais alors c'est interminable. Et puis tu as le méchant qui est très très méchant, interprété par un Jeffrey Jones, qui est toujours très bon, mais sauf que là, il est dirigé en surjeu, mais c'est insupportable. Affublé d'effets spéciaux, tout aussi grotesques les uns que les autres. Enfin, c'est juste ni fait ni à faire, cette deuxième partie, vraiment. Hein. Et c'est dommage, parce que la première est tellement bien. Enfin, pour moi, si on accepte le côté totalement surréaliste et what the fuck de la chose, le problème, c'est que dans cette deuxième partie, le film tente d'être totalement sérieux, et c'est là, moi, je trouve que ça coince, en fait. C'est un film qui aurait mérité d'être sur le même ton, la même tonalité, que la première partie. Alors il faut savoir que c'est après ce film que George Lucas a vendu à Steve Jobs son département animation spécialisé en images de synthèse. C'est un département qui deviendra Pixar un petit peu plus tard, et donc il a dû le vendre parce que l'échec de ce film, ça a été une catastrophe. 21 millions de dollars de pertes, enfin bon, c'est énorme, c'est colossal. Ça a été terrible ça dans la vie de George Lucas, là aussi il l'a très très mal vécu, mais il faut bien dire qu'avec ce Howard the Duck, on est quand même très très loin de Willow. C'est-à-dire que 3 ans plus tard, il va produire Willow et il se dit, je peux pas faire des choses comme Howard the Duck, c'est pas possible, je suis obligé de revenir à quelque chose de plus classique. Et tu comprends ce qu'il a voulu faire avec Howard the Duck. Il faut bien comprendre que George Lucas, c'est quelqu'un qui expérimente beaucoup. À l'inverse, je dirais, de son ami toujours Steven Spielberg, qui lui va moins expérimenter, qui a plus la tête sur les épaules et les pieds sur terre, et qui va savoir un petit peu ce que veut le public, etc. Et donc qui va avoir une belle carrière de producteur. Mais George Lucas, c'est quelqu'un qui a un peu la tête dans les étoiles, quoi, hein, et qui veut tout le temps expérimenter, qui ne veut jamais refaire la même chose. C'est ce qu'il va tenter un petit peu dans cette première partie des années 80, mais il va pas vraiment réussir. Ça va être beaucoup d'échecs et tout ça. Et quand il décide de revenir à quelque chose de plus classique, c'est-à-dire à quelque chose de plus Star Warsien, on va dire, en 88 avec Willow, comme par hasard, il va beaucoup moins se planter au box-office, quoi. Alors, c'est un petit peu dommage pour lui, mais la réalité est là. En tout cas, si vous n'avez pas vu Howard the Duck, regardez-le. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Moi, je n'arrive pas vraiment à apprécier ce film. C'est très très compliqué pour moi, mais je dirais que je le garde quand même en DVD et Blu-ray parce que c'est George Lucas, parce que c'est Lucasfilm, et que quand même, ça fait partie de son histoire à lui, nom de Dieu. 4e film de cette sélection. The world of Labyrinth. Labyrinthe, sorti en 1986. Alors Labyrinthe, bon tu sais, c'est l'histoire de cette jeune fille interprétée par Jennifer Connelly qui va devoir rechercher son petit frère qui a été enlevé par le méchant David Bowie, et elle va devoir traverser un labyrinthe peuplé de plein de créatures différentes et tout ça. Donc si tu veux, sur le papier, le sujet est plutôt alléchant. Mais le problème de ce film, un peu pareil qu'un Howard the Duck, bien qu'il soit quand même plus réussi qu'un Howard the Duck, il faut quand même bien avouer, mais pareil, j'ai beaucoup de mal à aimer ce film, pourtant réalisé par Jim Henson. Et croyez-moi, en tant que fan du Muppet Show depuis longtemps, j'aime la première version, j'aime les films, enfin bon bref, tout ce qui touche au Muppet Show, j'adore ça. Surtout, évidemment, quand Jim Henson était encore vivant. Eh bien, ça me fait un peu mal au cœur de dire que Labyrinthe, pour moi, c'est un semi-ratage, c'est un semi-échec, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a la volonté là, de la part de George Lucas, de réitérer, si tu veux, l'exploit de Jim Henson et de son pote Gary Kurtz sur Dark Crystal. Mais très clairement, Labyrinthe, c'est pas Dark Crystal. Dark Crystal, tu le vois encore maintenant, moi je kiffe, j'en prends plein la gueule, j'adore ce film. La série qui a été tirée par Louis Leterrier, elle est exceptionnelle, mais le film de base, il est absolument génial. Et tu peux le voir encore maintenant, ça a un peu vieilli, oui certes, sous certains aspects, mais ça marche encore. Labyrinthe, moi, je me souviens de l'avoir vu en salle, et déjà en salle, j'avais 10 ans. Je peux vous dire que déjà, pendant que je regardais le film, je disais, c'est déjà vieux. Il y a déjà quelque chose de dépassé, il y a déjà quelque chose d'un peu ringard.
dans ce film. Et c'est ce que je reprocherais en fait à Labyrinthe. Il y a des choses très bien, David Bowie est très bien, mais j'ai envie de te dire qu'il n'est pas aidé par une production design qui a quand même vachement vieilli, mais qui était pour moi déjà vieille à l'époque. Et Jim Henson, il fait ce qu'il peut, si tu veux, avec le budget qu'on lui a donné, avec toutes les créatures qu'il doit animer, les Muppets, les machins. C'est plutôt bien, c'est sympa parce qu'on retrouve cette ambiance-là, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu vas regarder le film. Mais le problème, c'est que le budget, soit c'est un manque de budget, soit c'est encore peut-être George Lucas qui a bridé Jim Henson sur certains trucs et t'as l'impression qu'il peut pas aller au bout de certaines idées. Et ça va donner un film extrêmement bancal et puis qui a vieilli, quoi, et puis qui était déjà vieux à l'époque. Pour moi, en tout cas, hein, vraiment, je le ressentais comme ça. Et c'est rare que ça me fasse ça sur les films des années 80. Quand je voyais les films des années 80 en salle, j'adorais. Et puis après, je les ai revus plus tard. Et je me disais, oui, c'est un peu vieilli. Mais là, Labyrinthe, c'est vraiment un des rares films où je me disais, putain, c'est déjà vieux, quoi. Et donc, on pourrait qualifier ce Labyrinthe comme un Alice au Pays des Merveilles, pour moi, un peu raté. C'est dommage parce qu'il y a de belles séquences. Il y a vraiment beaucoup de poésie. Il y a beaucoup de choses. Mais je trouve qu'on n'atteint pas le niveau de poésie, si tu veux, de Dark Crystal. Et t'as vraiment cette impression que George Lucas, là, il s'est dit... T'as un Gary Kurtz, avec qui il s'était embrouillé, hein, bien évidemment, sur les Star Wars, qu'il a voulu un petit peu marcher sur les plates-bandes d'un Gary Kurtz quand il produit Dark Crystal, mais il n'y arrive pas, quoi. Moi, je suis pas du genre team Gary Kurtz à expliquer que oui, de toute façon, la trilogie Star Wars, elle est due qu'à Gary Kurtz. Non, je ne suis pas de cette team-là, attention. Mais je dis que sur des projets avec Jim Henson, bah là pour le coup c'est Gary Kurtz qui remporte le truc haut la main, quoi, sans problème. Et c'est tellement dommage parce que l'univers de George Lucas, pour moi, il est lié en partie à Jim Henson. L'idée de génie, évidemment, c'était Yoda hein, dans l'Empire contre-attaque. Et pour moi, quelque part, George Lucas et Jim Henson, ils sont réellement liés, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne entre les deux hommes. Mais je trouve que ça a beaucoup moins fonctionné sur Labyrinthe. Et j'ai même envie de te dire que Labyrinthe pourrait faire l'objet d'un remake. Ça, ce serait intéressant, tu vois. Alors ok, on n'aurait pas David Bowie, on n'aurait pas la musique d'origine, etc. Mais ça, ce serait intéressant d'en faire un véritable remake. Parce que remaker des choses intéressantes, moi je l'ai toujours dit, pour moi ça ne sert à rien du tout. À partir du moment où il y a un bon film, je vois pas l'intérêt de le remaker. Par contre, des choses qui ont été ratées à leur époque, qui sont très bancales, où il y a eu un manque de moyens, ça a très mal vieilli, ça marche pas, bah ça c'est intéressant de faire un remake. Avec aussi peut-être le fils de Jim Henson ou la fille de Jim Henson, je crois qu'il s'est occupé justement de la série de Dark Crystal. Tu vois, par exemple, quand j'avais parlé de la série de Dark Crystal, je digresse un peu là-dessus, mais pour moi c'est un exploit ce qu'ils ont fait sur la série. Parce qu'ils ont réussi à moderniser Dark Crystal tout en gardant l'âme du film. Mais c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait sur cette série. Et là, on pourrait faire quelque chose de pareil, peut-être même avec la même team, et refaire un Labyrinthe avec l'expérience des mecs qui ont fait la série de Dark Crystal, et refaire un très bon truc, parce qu'il y a de l'idée, il y a beaucoup de choses dans ce film qui sont hyper intéressantes. Mais voilà, pour moi, le film en lui-même ne fonctionne pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce film. Il y a la nostalgie, il y a tout ça. Et tant mieux pour vous, je suis content que vous aimiez ce film. Vous avez de la chance de pouvoir aimer ce film. Mais autant si moi j'adore Dark Crystal et je le défendrai mais toute ma vie, bah Labyrinthe, j'avoue que j'ai toujours eu beaucoup de mal. Voilà mes amis pour cette vidéo, ces 4 films. Alors j'aurais pu citer également Radioland Murders, mais malheureusement je ne l'ai pas vu. Si vous l'avez vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je suis très curieux de voir parce que alors là pareil, ça se partage un petit peu. Ça a été un four hein, encore pour Lucasfilm. Et j'entends un petit peu tous les sons de cloche. Il y en a qui disent que c'est absolument génial, que les mecs à l'époque n'ont rien compris. J'entends d'autres qui me disent ah bah non c'est complètement raté, etc. Si vous avez vu ce film Radioland Murders, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas ça vous fait, allez, 1 ou 2 films à regarder si vous les avez pas vu, hein, parce que Willow évidemment je pense que tout le monde l'a à peu près vu, mais Tucker en tout cas regardez-le, ça vaut le coup d'œil quand même, et puis c'est quand même réalisé par Coppola donc c'est quand même pas n'importe qui, et c'est intéressant de voir cette vision, la vision de George Lucas, bah justement quand il n'est pas dans Star Wars, c'est toujours très intéressant de voir l'autre vision d'un auteur, l'autre univers finalement hein, d'un auteur, parce que toute sa vie on lui a rabâché les oreilles avec Star Wars, et je peux comprendre qu'il en ait eu un peu marre au bout d'un moment. C'est un peu logique et c'est toujours intéressant de pouvoir se plonger dans sa carrière de producteur sorti justement de Star Wars. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr. N'oubliez pas aussi de vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!